Filippo Grandi, bienvenue. Cet entretien ne sera pas coupé au montage. Nous allons échanger pendant 20 minutes et les téléspectateurs pourront suivre l'intégralité de notre conversation. Magnifique. Commençons par cette question. L'Europe fait-elle toujours face à une crise migratoire? Y en a-t-il vraiment eu une? Je comprends pourquoi il faut être prudent quand on aborde ces questions. Mais franchement, quand on regarde les chiffres, et regardons nos chiffres, les réfugiés déplacés représentent environ 70 millions de personnes dans le monde. 85 à 90% ne sont pas en Europe, ni en Amérique, ni en Australie. Ils sont dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est donc là que se situe la crise. Alors bien sûr, nous avons vu des gens arriver en Europe en grand nombre à un moment donné. C'était critique et cela n'a pas été bien géré. La crise s'est alors aggravée et elle a été politisée, ce qui l'a rendue encore plus sérieuse, et ce de manière irréversible. Les responsables politiques pensaient certainement qu'il s'agissait d'une crise et ils l'ont traitée comme une crise. Dans le cas de certains responsables politiques, elle est même devenue une crise pour eux-mêmes, y compris pour Angela Merkel et l'Allemagne. Le problème, et je ne vais certainement pas blâmer Angela Merkel, qui a fait ce qu'il fallait à mon avis, elle a montré que l'Europe donne encore de la valeur à la solidarité. Le problème, je disais, c'est que quand elle a fait cette fameuse déclaration selon laquelle les Syriens seraient les bienvenus en Allemagne, et n'oublions pas que les Syriens fuyaient une guerre atroce à l'époque, le reste de l'Europe n'a pas suivi. Le reste de l'Europe n'a pas partagé cette vision. L'Allemagne a été laissée seule avec cette responsabilité. C'était ça le problème. Et la leçon que les hommes politiques semblent en tirer, c'est qu'Angela Merkel a pris des risques. Elle a accueilli 1 million de réfugiés, migrants ou quel que soit leur profil. Elle était le dirigeant le plus puissant d'Europe et ça a pratiquement détruit sa carrière politique. C'était aussi cela, la leçon tirée par le reste de l'Europe qui s'est dit alors « ce n'est pas ce que nous allons faire ». Sûrement, mais je ne suis pas d'accord pour lui attribuer cet échec. L'échec doit être attribué à l'incapacité de l'Europe à gérer ces questions. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'Europe doit s'occuper de ces questions. Premièrement, parce que l'Europe a le devoir d'accueillir les personnes qui fuient la guerre et les persécutions. Ce n'est donc pas un choix, à mon avis, c'est une valeur européenne. C'est une obligation européenne, également en vertu du droit international. Mais en s'y conformant, l'Europe doit être mieux organisée. Et c'est là que nous en revenons à la politisation. C'est devenu tellement politisé que le moindre petit bateau errant en Méditerranée avec 20 personnes à bord devient un drame européen. Ou errant dans la Manche. Ou errant dans la Manche. Et dans ce cas, on déploie la Royal Navy ou la Royal Air Force. Et vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui en Europe, c'est à celui qui en fera le moins possible pour accepter ces personnes et s'en occuper plutôt qu'à celui qui sera le plus généreux. C'est effectivement tout le contraire, c'est absurde. C'est aussi une course pour en faire le moins possible et pour transmettre la responsabilité aux autres parce que c'est devenu toxique d'un point de vue politique et vous savez que ce discours c'est un cercle vicieux. Examinons l'ampleur du problème, puis voyons ce que nous avons comme éventuelles solutions et réponses politiques. Les chiffres sont bien inférieurs à ceux de 2015, quand Angela Merkel a fait face à la situation. Bien inférieurs. Bien inférieurs. Le problème s'est déplacé vers l'ouest de la Méditerranée, mais ils sont aussi 85% de moins à traverser la Méditerranée, en particulier à rejoindre l'Italie. Les chiffres sont donc en baisse. Reste que l'an dernier, 117 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer, en très grande majorité en Italie, en Espagne et en Grèce. 2000 sont morts lors de la traversée. C'est toujours un problème majeur non résolu.
Bien sûr, c'est un problème majeur. Attention, je ne veux pas qu'on me comprenne mal quand je dis que ce n'est pas une crise. Je dis que ce n'est pas une crise comparée à ce que vivent le Liban ou le Bangladesh avec beaucoup moins de ressources que l'Europe. Et avec beaucoup plus de personnes à accueillir. Beaucoup plus. C'est une crise dans la mesure où un mort en Méditerranée, de mon point de vue, c'est déjà une crise pour l'Europe en particulier parce qu'elle a le devoir de sauver ces gens. Mais encore une fois, pour organiser les sauvetages, déléguer les débarquements, réformer le système d'asile, et ce ne sont pas les pays qui sont en première ligne qui doivent gérer toutes ces questions comme la Grèce, l'Italie et aujourd'hui l'Espagne. Pour faire tout cela, il faut de la cohésion, travailler ensemble et dépolitiser l'ensemble du phénomène. Eh bien, parlons justement du fait que ce n'est pas ce qui se passe. Par exemple, à l'heure où nous parlons, il y a ce bateau Sea-Watch 3, un bateau de sauvetage qui a sauvé 50 migrants. On lui a refusé l'entrée à Lampedusa, l'île italienne la plus proche de la côte libyenne. Il se dirige maintenant vers Malte. Nous ne savons pas non plus si Malte va l'accepter. Malte le dit, nous sommes une petite île, nous en accueillons trop, nous sommes les premiers concernés. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens ? Eh bien, nous l'avons vu au cours des 3 ou 4 derniers mois, dans plusieurs cas semblables. Les derniers étaient ces 2 bateaux qui erraient en Méditerranée à l'époque de Noël. Des conditions difficiles pendant environ 3 semaines. 49 personnes venant d'un continent de 500 millions d'habitants qui voulaient rejoindre l'une des régions les plus riches du monde. Alors où est le problème? En fin de compte, une solution a été trouvée. 7 ou 8 pays ont décidé de partager cette responsabilité. C'est une bonne chose parce que je suis d'accord avec les Italiens, les Grecs auparavant ou les Espagnols maintenant, que ce ne devrait pas être un seul pays qui les reçoit tous, mais il faut avoir un système qui fonctionne. Il est déjà en place d'ailleurs, sinon cela devient une négociation qui dans le climat actuel est très difficile. Et c'était aussi une solution ad hoc. Tout à fait, c'est ce qui se passera encore pour ce bateau, j'en suis sûr. Et ce sera à la place d'une stratégie ou d'une politique. Examinons l'une des politiques qui sont menées, l'opération Sophia, dans cette mission européenne de patrouille en Méditerranée. Elle a permis de sauver quelques 50 000 personnes depuis 2015. Elle a sévi contre les passeurs. On dirait que cette opération Sophia, qui est sous commandement italien et se compose de marines de plusieurs nations européennes, dont les Allemands, est en train d'être réduite et qu'elle pourrait s'arrêter. Qu'en pensez-vous ? It's being scaled back and it may come to an end. What do you say to that? Je suis inquiet parce que ce n'est pas uniquement cette opération Sophia, qui d'ailleurs s'est déjà réduite l'an dernier. C'est de manière générale tout le mécanisme de sauvetage en Méditerranée qui se retrouve limité. Vous savez, les ONG ont joué un très grand rôle à cet égard. Et elles ont été attaquées publiquement, critiquées, leur champ d'action a été réduit. Elles ont été accusées de fomenter, d'augmenter les trafics, alors qu'en réalité, elles font un travail indispensable avec les gardes-côtes nationaux et les navires de l'opération Sophia en sauvant des gens qui d'ailleurs sont protégés, non pas selon la législation sur les réfugiés ou l'immigration, mais selon le droit de la mer qui est très ancien et qui remonte au XVIIe siècle. Ce devoir nous incombe. Et c'est un devoir mondial. Oui, et cela fait partie des valeurs de l'humanité, de sauver ceux qui sont en détresse en mer. Alors qu'aujourd'hui, il semble qu'on réduise cette mission au lieu de lui donner des ressources cohérentes. Et même les Allemands le reconnaissent puisqu'ils disent que leurs navires sont envoyés par les Italiens dans des zones où il n'y a pas de réfugiés. Ce qu'on constate, et vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, c'est une diminution du nombre de personnes qui arrivent. Une forte baisse en fait. Mais la part de ceux qui perdent la vie augmente par rapport au nombre total de ceux qui arrivent. Il y a eu un certain nombre de morts cette année, même s'ils ont été moins nombreux. En fait, entre 2017 et 2018, la part de ceux dont nous estimons qu'ils ont perdu la vie a doublé, ce qui signifie qu'il y a moins de sauvetage. En laissant de côté toute autre considération parce que je suis pleinement conscient de la complexité de ce problème, c'est absolument inacceptable. Inacceptable, en particulier pour l'Europe. Et je m'exprime ici en tant qu'Européen et pas seulement en tant que haut-commissaire pour les réfugiés. Vous avez dit que ces déplacements de migrants et de réfugiés, et je cite vos propos, devraient être gérés d'une manière pragmatique et selon des principes. C'est très bien, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire dans la pratique ?
Dans la pratique, cela signifie avoir ce que l'on pourrait appeler un système d'asile plus efficace. Tout d'abord, une meilleure répartition des arrivées, comme je l'ai dit, pas uniquement dans quelques pays. Deuxièmement, un système plus efficace et plus rapide pour déterminer qui est un réfugié et qui ne l'est pas. Nous avons fait d'innombrables propositions à l'Union européenne pour adopter un meilleur système. Nous sommes ceux qui faisons la promotion d'un système très solide, assorti de garanties, mais nous disons aussi qu'il doit être efficace. Quand ce n'est pas le cas, les gens restent longtemps en attendant d'être fixés sur leur sort. Le système perd de son impact et de sa valeur. Et puis, bien sûr, et c'est quelque chose de difficile, il faut un système pour que ceux qui ne sont pas reconnus comme réfugiés suivent une voie différente. Ce sont des migrants et la migration est absolument légitime, mais celle-ci a une autre logique et une autre dynamique et certaines personnes devront peut-être être renvoyées chez elles. Et cela ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'accord qui fonctionne entre les pays européens et les pays dont ces personnes sont originaires. C'est donc très complexe. Je ne sous-estime pas un seul instant la complexité de tout cela, mais pour avoir ce système, à cause de cette complexité, l'Europe doit être unie et sur ces questions, il n'y a pas d'unité pour le moment. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est de plus en plus difficile dans le monde moderne de faire la distinction entre un réfugié pour lequel il existe des obligations juridiques en matière d'asile, s'il s'agit bien d'un réfugié, et un migrant économique qui veut juste partir de son pays pour avoir une vie meilleure. Ces derniers se sentent peut-être en insécurité dans leur pays, mais ils ne sont pas des réfugiés et ils veulent de meilleures perspectives. Pourquoi leur en vouloir? Mais la distinction est floue et ne fonctionne plus. Je suis d'accord avec une partie de votre argumentation et je conviens qu'il est devenu plus difficile de faire cette distinction. Pas parce que les gens ne fuient pas ou ne partent pas pour des raisons très valables. Ils ont tous des raisons valables en fait, mais parce qu'il y a toute une série de raisons pour cela. Prenez les Vénézuéliens, j'y étais en octobre et c'était très intéressant. Vous savez que les Vénézuéliens quittent leur pays de manière massive. On estime qu'ils sont 3 millions à l'avoir quitté au cours des 2 dernières années et ils partent pour des raisons qui vont de l'impossibilité de nourrir leurs enfants à la persécution politique, en passant par tout ce qu'il y a entre les deux. Donc c'est difficile. Mais quand on évalue la situation des personnes, vous devez pécher par excès de prudence parce que renvoyer chez elles des personnes qui pourraient être exposées à un danger ou à un risque pour leur vie, c'est quelque chose que l'on ne veut pas. Et c'est là où l'on met les repères en matière de protection internationale. Et puis il y a différents degrés de protection internationale qui peuvent s'appliquer aux personnes. La protection temporaire, la protection humanitaire, le statut de réfugié qui est le plus fort. Donc je pense que ces distinctions restent valables et importantes si nous voulons préserver le principe de l'asile. Mais elles nécessitent de l'investissement, de la discussion et encore une fois de l'unanimité en Europe pour pouvoir s'appliquer de manière systématique. Et l'une des réponses politiques de l'Union européenne a consisté à verser des fonds à la Libye, pays par lequel de nombreux migrants et réfugiés quittent l'Afrique pour tenter de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, pour qu'ils soient mis dans des camps, pour financer ces camps, pour les ramener dans ces camps parfois quand ils sont pris en mer. Et d'après tout ce que j'ai lu là-dessus, ces camps en Libye, c'est l'enfer. Oui, je me suis rendu sur place. Et j'ai raison? Vous avez tout à fait raison. J'ai dit récemment que si moi-même j'étais un réfugié ou un migrant ou n'importe quelle personne qui se trouve dans l'un de ces camps, je prendrais tous les risques pour en sortir, y compris celui de traverser la Méditerranée, même si je mets ma vie en danger. Ces camps sont si horribles, si dangereux, si humiliants pour les gens que cette attitude est compréhensible. Mais je dois revenir sur ce que vous disiez sur les fonds versés à la Libye. Vous savez, si la communauté internationale avait agi de manière adéquate en Libye, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Tout d'abord, en réglant le conflit qui a clairement besoin de s'arrêter parce qu'il est clair que c'est de là que viennent tous les autres problèmes dans ce pays, mais aussi en reconstruisant le pays. Le problème, c'est que la plupart des ressources semblent avoir été mises sur un seul pan des institutions libyennes, les gardes-côtes. Pourquoi? Parce que les gardes-côtes surveillent les côtes et cela sert l'objectif de l'Europe de limiter le nombre d'arrivées sur son territoire. Vous savez, en soi, c'est une bonne chose de renforcer les moyens des gardes-côtes et des sauveteurs le long de la côte. Mais si vous ne vous attaquez pas au reste des problèmes, qu'est-ce qui se passe?
Comme vous le disiez, il y en a qui sont débarqués en Libye, ils sont ramenés dans des centres de détention, et alors on doit redémarrer le processus qui consiste à essayer de pouvoir y entrer, faire sortir ces personnes de ces centres et porter secours à une partie d'entre eux, etc. J'ai vu que 144 réfugiés ou migrants ont été secourus par un navire, mais qu'ils ont été emmenés dans un centre de détention à Misrata, dans le nord-ouest de la Libye. Et il y a eu des cas de torture, d'agressions sexuelles, d'extorsion et de travail forcé qui ont été rapportés. Il est clair que ça ne peut pas être la politique migratoire européenne. Clairement non, mais il est aussi vrai qu'il faut regarder les choses de manière réaliste. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont coincées en Libye et il est certain qu'elles ne peuvent pas toutes venir en Europe, c'est clair. Et vous savez, il y en a aussi beaucoup qui veulent retourner dans leur pays quand il ne s'agit pas de réfugiés. Les gens qui sont partis pour des raisons économiques réalisent que c'est trop difficile et trop dangereux. Ils veulent rentrer chez eux. Il y a environ un an, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, une agence liée à l'ONU, a commencé à travailler sur place. Elle a réussi à avoir quelques résultats. L'OIM rapatrie des personnes qui acceptent de rentrer dans leur pays et pour ceux qui ne le peuvent pas, parce que ce sont des réfugiés, nous les aidons à partir de Libye. Mais cela reste peu par rapport au nombre total de personnes concernées. Pour autant, si nous pouvions étendre notre travail, ce serait utile parce que cela leur donnerait une protection en Libye, de la sécurité en dehors de Libye, de manière à ne pas les exposer au trafic des passeurs et aux dangers lors de la traversée de la Méditerranée. Mais pour faire cela, nous avons besoin de plus de marge de manœuvre. Et en Libye, on n'en a pas. Bon nombre de ces centres dont nous parlons ne sont en réalité pas gérés par les autorités, ils sont gérés par des milices, et ces milices, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des groupes politiques, ce sont simplement des criminels, des gangs qui tirent profit de toutes sortes de trafics, notamment d'êtres humains. Ça, c'est la Libye, monsieur le haut-commissaire. Mais il y a aussi 500 personnes qui viennent d'être chassées d'un centre d'accueil pour réfugiés près de Rome par le gouvernement italien. On n'est pas en Libye, ni en Afrique du Nord, on est en Europe, près de l'une de ses plus grandes villes. Je ne veux pas être trop déprimant, mais quand même, quand on voit ça, et je crois que ce genre de situation humanise cette question, cela montre bien ce qui se passe en réalité. C'est dur d'être optimiste. Eh bien, permettez-moi de dire les choses un peu différemment. Ces situations humanisent la question parce qu'elles mettent en lumière combien ces politiques sont devenues déshumanisantes. Ce qui s'est passé en Italie, c'est le résultat d'une nouvelle législation que le gouvernement a fait adopter. Maintenant, nous avons dit, et je l'ai dit publiquement, au gouvernement que cette législation ne sera pas bonne pour les personnes qu'elle est censée protéger et aider et qu'elle causera plus de problèmes, en particulier en limitant le soutien qui est apporté aux personnes qui sont demandeurs d'asile, etc., en ne leur donnant pas le droit d'accéder à ces centres. La situation n'était pas parfaite auparavant, elle demandait d'être améliorée, mais là, c'est un pas en arrière, pas un pas en avant. Votre agence, je crois que c'était l'un de vos collaborateurs, pas vous, a dit « Les responsables politiques doivent cesser de marquer des points sur le plan politique, sur le dos d'êtres humains ». Ce qui semble assez juste. Mais je vous rappelle que très bientôt, il y a des élections européennes qui seront centrées sur la question migratoire et où les partis populistes vont tirer leur épingle du jeu. C'est précisément ce qui va se passer et les choses n'iront certainement pas mieux, mais moins bien. Malheureusement, oui, je suis d'accord avec vous, mais cela ne m'inquiéterait pas que la question migratoire soit au centre de l'attention. C'est important, c'est une question mondiale très importante à laquelle il faut répondre de manière appropriée. Mais nous devons l'envisager sérieusement et ne pas faire tout ce battage médiatique sur le fait de savoir qui accueillera les 20 prochaines personnes présentes sur un bateau. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le débat sur l'immigration. C'est ce à quoi ce débat se réduit alors qu'il devrait porter sur les causes profondes qui font que des gens partent de leur pays, qu'elles soient politiques ou dues à un conflit, à l'économie, au changement climatique. C'est le type de discussion sur l'immigration que l'Union européenne devrait mener et elle ne le fait pas. Donc tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est espérer que ces élections nous permettent de passer à une étape où nous pourrons avoir cette discussion sérieuse.
L'Europe le mérite, les Européens aussi et certainement aussi les millions de personnes qui sont en train de migrer. Eh bien, nous allons rester là parce que nous savons que vous êtes très occupé. Ici, Monsieur Grandi, merci pour cette interview.